Je sais qu'on a eu un certain nombre de questions et qu'on a un certain nombre de questions à vous poser. Je les ai pris en note au fur et à mesure que ça arrivait chez nous. Se pose justement cette question du choix, des modalités de choix. Je vais vous solliciter toutes sur cette question-là. Comment ça a été arbitré? Par qui? Comment on fait pour structurer? Sur la première présentation, peut-être, Madame Liernard, vous voulez prendre la parole parce que vous avez évoqué une quarantaine de projets pour finir sur 4. Donc, comment ça s'est structuré? Qui, au final, a su présenter le mieux les choses pour que ça se poursuive? Est-ce que c'était transparent? Alors, justement, ce qui est important de préciser, c'est que nous, la politique intrapreneuriale, elle est aussi quelque part en phase de test permanent. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire qu'on a fait des erreurs, mais on apprend finalement des petites failles que l'on a au fur et à mesure. Et cette, justement, grille de critères transparente est un des documents que l'on souhaiterait mettre en place pour la 3e promotion qui verra le jour en fin d'année. Par contre, comment est-ce que les projets ont été sélectionnés jusqu'à présent? Déjà, il y avait une concertation avec la direction générale et sur les thématiques qui étaient proposées, sur ce qu'il existait déjà au sein de la collectivité comme façon de répondre. Et puis, il y avait donc déjà une première présélection par rapport à ça. Et ensuite, les personnes pitchaient devant le jury, donc composé de la direction générale au tout départ. Et ensuite, on a mis en place une sorte de consortium avec la direction générale et les élus aussi concernés par les thématiques. Et ça permettait un petit peu de voir ce que je disais tout à l'heure, l'état d'esprit de l'innovateur aussi, son engagement, son affection au projet, etc., etc. Et en fait, là, on allait évaluer surtout en termes de à quel point c'était un irritant dans le quotidien et du coup, en termes vraiment d'impact. Avant d'évaluer la solution qui était proposée, finalement, c'est pas qu'on s'en fichait, mais la question de la solution serait travaillée après avec l'usager. Donc, effectivement, en tant qu'intrapreneur, on a une idée de solution qu'on pense possible. Et puis, par exemple, eh bien, ce n'est pas du tout ça qui va être mis en place et qui va être proposé par l'usager et co-construit avec l'usager. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment cette question d'impact. Et on le voit sur les projets qui ont été sélectionnés, ce sont quand même des projets avec un fort enjeu sociétal, un gros impact sur la partie vraiment santé, etc., et quotidien des gens. Donc, c'est vraiment ce critère-là qui a été très, très déterminant. Et évidemment, la qualité des entrepreneurs, on peut le dire, à défendre leurs projets et à mettre la motivation nécessaire pour cela. Et simplement pour vous relancer, euh, comment ça se formalise ou ça se met en place, l'autonomie des acteurs pour proposer leur projet, puis ensuite pour le faire vivre en interne, quelle autonomie ils ont, comment ça se formalise dans le concret? Alors, l'autonomie, donc, ce que l'on a fait, c'est que l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils gèrent leur projet de A à Z avec l'usager, coaché, etc. Donc, on n'a pas, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que je prends aussi des pincettes sur ça, mais notre mot à dire là-dessus. Par contre, il est clair qu'on est en intrapreneuriat et qu'on est en interne d'une organisation. Donc, les gens ne sont pas déconnectés de tout. C'est quand même aussi le budget de la collectivité, donc on ne peut pas dire je prends cet argent puis je fais entre guillemets ce que je veux. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien qui est au fur et à mesure mis en place avec les différentes directions, la direction générale. Il y a une petite newsletter qui a été mise en place, c'est tout nouveau, c'est depuis le mois dernier, pour tenir au courant un petit peu de l'état d'avancement des différents projets. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait ce lien entre les directions et les projets d'entrepreneurs sans qu'il y ait cette position hiérarchique dessus. Et comment, excusez-moi encore cette question, mais finalement, comment ça se gère le fait que l'agent était dans un service, il était occupé à quelque chose déjà, et comment il arrive à consacrer du temps à son projet? Est-ce que c'est en plus? Est-ce qu'on lui dégage du temps? Comment ça se passe? On lui dégage du temps à partir du moment où il est sélectionné, enfin le projet est sélectionné, il a automatiquement une journée par semaine libérée pour travailler sur ce projet-là. Alors dans la théorie, on est d'accord, dans la pratique, selon les missions de chacun, ça peut être plus ou moins compliqué. Notamment, moi, avec les personnes avec lesquelles je travaillais, les 2 personnes qui étaient des experts terrain, les moments où elles ne sont pas sur le terrain, chez les personnes âgées, il faut les remplacer, etc. Donc tout ça, c'était très formalisé. Et aujourd'hui, on met en place aussi des documents pour sécuriser un peu ce cadre. On a une charte de l'intrapreneur qui voit le jour, qui va être signée donc par l'intrapreneur, son responsable de service sur ses missions habituelles,
la direction générale et l'équipe, donc la délégation qualité, innovation, pilotage, pour justement clarifier tout ça et qu'on soit tous d'accord sur le cadre qui est donné à cet entrepreneur. Alors, je voulais poser la question, peut-être côté élu. Du coup, comment c'est perçu par le reste des élus? Parce que ben là, on a des agents qui partent sur un projet, même si ce projet a été sélectionné. Il y a des élus qui sont intrapreneurs, intrapreneuses. Comment ça se... C'est quoi la réalité de ça, si vous voulez? Est-ce que vous pouvez nous dire comment pratiquement vous mettez ça en place? Ça a été très bien perçu parce que, enfin, c'est pas apporté par tous les élus, mais effectivement, enfin, tous ceux qui adhèrent à cette initiative-là sont vraiment, sont vraiment pour à 100% cette autonomie de l'entrepreneur et soutiennent ça. Alors moi, c'est vrai que ça a été un peu une innovation, entre guillemets, de pouvoir faire partie de l'équipe. Bon, mais c'était sur mon temps personnel, c'était aussi l'envie de répondre aussi favorablement à cette invitation. Et puis, c'était aussi le côté de me dire, bah, tiens, c'est assez intéressant. Moi, du côté privé, j'ai été dans cette démarche-là d'entrepreneuriat. Donc, quelque part, ça m'apportait aussi à moi. Après, effectivement, au niveau de l'ensemble des élus, je trouve que c'est relativement bien perçu. On n'a pas encore, on va dire, communiquer très très largement, enfin du moins on a encore des efforts à faire sur la communication par rapport à ces initiatives-là, parce qu'elles ne sont pas toutes encore connues par les élus. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle mandature, on a commencé à en parler. C'est vrai que c'est arrivé sur la fin de la mandature précédente, et aujourd'hui, ça commence à prendre forme. Et je pense que là, d'autant plus avec la nouvelle session qui arrive, où là, l'idée, c'est de dire, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le proposer à la collectivité, à l'ensemble des agents. On va leur proposer d'être libres sur le choix de leur sujet, mais aussi de se dire, bah, tiens, peut-être qu'on va proposer des thématiques qui sont des thématiques phares dans le programme politique que l'on prévoit pour les 6 prochaines années. Et pourquoi pas leur dire, leur proposer de travailler sur des thématiques sans obliger, hein, évidemment, mais peut-être un intrapreneur qui ne sait pas trop quoi proposer comme projet ou qui aimerait tenter l'aventure mais qui ne sait pas trop comment faire, eh bien, c'est aussi lui dire, on peut éventuellement vous accompagner là-dedans. Je pense que c'est un peu l'idée, hein, de pouvoir proposer ça pour la 3e session et voir comment on va l'amener. Et c'est vrai que ce lien avec les élus, je trouve ça assez intéressant. Et d'ailleurs, il y en a déjà qui sont prêts à tenter l'aventure, notamment dans le cadre de la participation citoyenne, qui fait partie d'un des axes centraux de la politique de la prochaine mandature. Après, en plus, je crois, si je peux me permettre, ce qui est en fait dans toute démarche d'innovation, finalement, le but, c'est pas déjà dès le départ de convaincre tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir accrocher petit à petit des personnes, effectivement, parce qu'avec les résultats obtenus aussi sur le terrain, autour des différents projets, les élus voient d'eux-mêmes que effectivement ça marche, il y a un sens, il y a aussi une rapidité d'action, hein, parce que la phase de pré-incubation, c'est 3 mois. Donc, en 3 mois, on est allé sur le terrain, on a cerné le problème, on a testé une solution, donc c'est quand même déjà assez révolutionnaire. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, ceux qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus réticents ou ne voient pas l'intérêt, au fur et à mesure, se raccrocheront peut-être au wagon. Et puis, je voulais juste rajouter, c'est vrai que c'est aussi peut-être créer ce cadre favorable à l'entrepreneuriat, mais aussi l'entrepreneuriat, parce que se dire, voilà, aujourd'hui, il y a quand même ce confort, entre guillemets, de se dire, bon, je ne pars pas sans filet. J'ai quand même le filet de la collectivité qui est là, et je trouve que, quelque part, autant profiter pour les gens qui sont dans cette hésitation de savoir s'ils se lancent, s'ils ne se lancent pas. Moi, je trouve que c'est bien de leur offrir cette opportunité-là. Voilà. Non, on voit bien cette possibilité et donc le fait d'avoir ce filet. Je voulais poser une question aussi à Madame Coste, si vous êtes toujours là, je ne vous vois plus, Madame Coste, vous êtes toujours avec nous? Ah, on l'a perdu. Madame Coste. Ah si, elle est toujours là. Je ne sais pas. Alors, je voulais vous poser... Oui, je suis toujours là. Hein. Voilà. Bon, c'est parfait, j'ai eu peur. On voulait vous poser cette question de la temporalité.
parce qu'on le voit hein, dans ce qui vient d'être dit à l'instant, ça prend du temps, on a parfois 3 mois, 4 mois, et il y a une espèce de distance entre le temps du projet d'innovation participative, ça prend du temps, il faut mobiliser les gens dans le temps. Comment on arrive à mener sur un territoire qui est grand pour vous, donc il faut se déplacer, comment vous avez réussi à gérer ça dans le temps et vite dans le temps et à régler ce décalage entre les besoins maintenant des agents et puis bah, le projet qui est nécessairement plus long. Je ne sais pas si on est arrivé à la gérer, cette temporalité. Je crois qu'elle est nécessaire, par contre. Elle est nécessaire notamment dans les échelles dans lesquelles on est, dans laquelle est notre organisation, parce que quand on a un territoire aussi grand, qu'on touche une organisation aussi importante et qu'on est nécessairement amené à modifier nos pratiques professionnelles, parce que c'est ça l'important derrière. L'important derrière, c'est la modification de la posture et de la pratique professionnelle. Quand on parle de partenariat, d'acteurs du territoire, de construire avec les territoires des projets sociaux de territoire, il y a tout un intérêt derrière de co-construction et de collaboration partenariale avec les habitants et les acteurs, mais c'est pas parce que tout le monde adhère à ces notions-là que sur les territoires, tout le monde démarre très vite. Donc, le temps, il est absolument nécessaire pour co-construire tout ça. Alors, là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est passé à la phase active et il fallait y passer. Parce que autrement, des projets qui durent dans le temps comme ça, il y en a toujours ceux qui adhèrent moins, c'est qui peuvent se dire bon, mais ça ne sera jamais fait, quoi. Voilà. Sauf que là, réellement, on est passé à la phase active et maintenant, il faut arriver à faire une amélioration en continu pour s'adapter, parce que c'est vrai que quand on est parti, je vous dis qu'on est parti après les élections de 2015, mais c'était des constats qu'on avait posés avant les élections de 2015, cette organisation en silo, très centralisée, etc. J'y reviens pas. Donc, tout ça est un constat long dans le temps. Et aujourd'hui, les organisations qui sont posées ou les modalités de travail, de pratique professionnelle qui sont posées, doivent nécessairement aussi évoluer. Donc, c'est comment on va, au fil du temps, faire que cette amélioration, elle est continue. Voilà. Et comment on fait pour faire que nos agents adhèrent à ça. Voilà. C'est tout ce travail-là qu'il faut qu'on porte avec nos cadres, mais qu'on soit aussi dans la discussion le plus en proximité avec nos équipes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière question, parce qu'en parlant de temps, il passe, et donc il va falloir écourter cette table ronde. C'est frustrant parce qu'on a bien des choses à dire, mais je voulais demander à Madame Bannerman si elle pouvait nous donner, peut-être pour qu'on revienne à des choses très, très pratico-pratiques, un exemple peut-être sur ce que vous avez pu faire sur le RSA, par exemple, ou un autre exemple hein, qui vous viendrait sur les modalités de mise en œuvre d'un des projets. Alors, bah oui, sur le RSA, effectivement, hein, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps et plus encore là avec la perspective d'évolution que l'on voit poindre, hélas. Hein, donc, c'est des démarches. Alors, on avait, j'ai plus les années en tête, je vous avoue, on avait initié une démarche dite de design de service sur ces questions-là avec des choses toujours pareilles autour de la lisibilité, autour de l'efficacité du dispositif. Et puis, il en était né un certain nombre d'expérimentations, dont une justement sur qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme accompagnement un peu innovant au-delà des différents accompagnements que l'on a dans le cadre de notre programme départemental d'insertion. Est-ce qu'il y aurait des actions un peu innovantes à lancer pour mieux les accompagner, l'objectif étant bien sûr de favoriser l'insertion rapide. Et comment est-ce qu'on pourrait étayer d'ores et déjà la mise en œuvre de ces actions innovantes par précisément une mesure d'impact. Donc on a travaillé là avec des data scientists encore sur des questions de cohorte. Alors, simplement, je vous coupe, excusez-moi, sur data scientist pour que ça parle bien à tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qui c'est, ce qu'ils font et puis comment vous travaillez avec eux, que ça soit bien clair. Hein.
D'accord, bah c'est de l'analyse de données avec également des développements d'algorithmes, des modèles prédictifs. Voilà, c'est en gros la science des données. Donc, Et tout simplement, je vais me permettre peut-être de vous solliciter sur ça, ou en tout cas de me faire l'avocat du diable, mais est-ce que ça fait pas un peu, quand on présente comme ça, hors sol ou stratosphérique, on va chercher des data scientists, des spécialistes, de la psychoanalyse, des organisations, alors que tout simplement, ce qu'on voulait, c'est qu'on nous réponde au téléphone. Je vais faire simple, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir cet écart qui se fait? Comment vous arrivez à justifier ça après sur le terrain? Vous avez des questions dans ce sens? Précisément, toutes ces compétences-là sont complémentaires et nous permettent de mieux répondre, y compris aux questions les plus simples. Mais ne serait-ce que la question sur le nombre de décrochés du téléphone, pardon, mais pour avoir des informations un peu fiables là-dessus, c'est de la statistique basique. N'empêche qu'on part de statistiques pour objectiver déjà les constats. Donc, voilà, à un moment donné, il faut un minimum de compétences en ce domaine, sauf si on a des systèmes d'information extrêmement développés et qui vous fournissent tout de suite l'information sur le nombre de décrochés ou au contraire le nombre de non décrochés, ce qui est encore trop souvent le cas, effectivement. Et là, en l'occurrence, sur la question du RSA, donc on avait constitué un certain nombre de cohortes telles qu'Esther Duflo peut le faire hein, dans son domaine, et pour mesurer la surperformance des actions innovantes qu'on avait mises en place par rapport au dispositif actuel, et donc l'efficacité par rapport au dispositif actuel et les actions courantes, je dirais, mises en place dans le cadre du programme départemental d'insertion. Et on a pu observer qu'effectivement, une de ces actions en particulier, donc testée sur un territoire géographique restreint, a montré une insertion meilleure de nos bénéficiaires du RSA et une sortie plus rapide du dispositif. Et du coup, ça nous donne des éléments dans la perspective d'élargir, puisque le principe d'expérimenter sur un champ restreint, c'est bien sûr de pouvoir l'élargir. C'est le fameux passage à l'échelle dont on parle tous. Donc ça, c'était une des expérimentations qu'on a conduites en ce domaine-là, et d'une manière générale, à l'instar de ce que j'ai présenté sur tout le travail d'accompagnement qu'on a fait auprès des collègues de la maison départementale des personnes handicapées, on va là aussi commencer à s'intéresser à toutes ces questions de process, toujours dans l'objectif d'une efficacité accrue et de réduction des délais, notamment dans toutes les étapes du process de prise en charge et d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Très bien, merci beaucoup. On note l'intérêt, et puis on l'avait vu avec votre dernière diapo hein, sur les éléments quantitatifs. On l'a vu par ailleurs hein, sur la nécessité de l'évaluation. Mais est-ce que vous utilisez aussi des indicateurs plus qualitatifs hein, au-delà? Oui, bien sûr. Sur quel type d'indicateurs vous vous appuyez? Alors, le dire des gens, une approche par entretien, des verbatim, bien sûr, ça complète très largement l'approche quantitative, qui est une manière là encore, hein, d'objectiver, mais ça ne suffit pas. Je suis sociologue et démographe de formation. Voilà. La parole des gens reste quelque chose de très important. Très bien. Et peut-être une question qui va s'adresser à vous trois, enfin quatre. C'est est-ce qu'on peut vraiment innover sur toutes les politiques publiques? C'est une question qui nous a été posée. Et est-ce qu'il n'y en a pas certaines politiques, c'est plus facile que d'autres que d'aller innover ou en tout cas de s'y atteler? Ah, ça vous fait sécher ma question. N'importe quel. C'est un peu compliqué de répondre. En gros, allez-y. Alors, est-ce qu'il y a des sujets plus faciles que d'autres? Disons qu'il y a des contextes qui sont effectivement plus simples. Quand on prend l'exemple du projet Simonenko, qui vise à favoriser l'accès à l'hygiène pour les femmes en situation de précarité économique, toucher ce genre de public n'est jamais simple,
avoir un lien de confiance établi avec ce genre de public n'est pas simple. Et donc, effectivement, il y a des contextes qui demandent plus ou moins d'efforts, d'où le fait, comme le disait Christelle tout à l'heure, que la vie des projets est très différente. Il y en a qui, au bout de 3 mois, vont être déjà en phase de déploiement, et d'autres pour qui le temps de recherche, etc., et de cerner, de co-construire cette solution sera plus long. Et finalement, c'est ce qui fait que c'est aussi des process qui sont très enrichissants, parce que c'est jamais pareil. Après, moi, c'est un point de vue très personnel, je dirais qu'on peut innover sur tout. Je dirais qu'on peut innover sur tout, mais on n'aura peut-être pas la même attitude ni les mêmes outils utilisés à chaque fois. Voilà. Très bien, merci. Madame Coste, peut-être. J'ai vu que vous aviez eu un avis. Juste pour compléter, je suis d'accord avec ce que disait la collègue de Pau. Moi, je crois que tout est bon à explorer. Voilà, tout est bon à explorer. Effectivement, il faut regarder le contexte, mais malheureusement, on n'a pas la capacité à tout faire, quoi. Donc, effectivement, il faudra faire des choix. Effectivement, il faudra faire des choix et bien s'assurer que derrière, le résultat, il est pour l'usager. Et qu'est-ce qu'on donne comme priorité par rapport à ça. Voilà. Mais je crois qu'effectivement, tout est bon à explorer et il faut s'autoriser à faire ça. Et il faut que nos collaborateurs entendent ça et nous fassent des propositions là-dessus. Et après, ça se discute et on voit comment on peut faire. Mais je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller, mais on ne pourra pas tout faire. Hein, ça, voilà. On s'aperçoit voilà, de cette nécessité on disait, de pilotage et donc de pouvoir faire des choix sur des critères qui soient établis. On voit bien la nécessité de replacer l'usager au centre du dispositif et de replacer voilà, notre notion de service public en plein cœur. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Je vais laisser la conclusion à mon collègue. Merci à vous tous de cette table ronde, de la richesse de vos échanges. On a noté quelques éléments communs dans vos différentes approches, qu'elles relèvent de l'entrepreneuriat, de l'écosystème de l'innovation publique ou du pilotage de la territorialisation dans le conseil départemental de Lot-et-Garonne. Quelques éléments que nous-mêmes mettons à profit en tant que chercheurs au sein de la chaire. On les mettra en place d'ailleurs sur les 2 années à venir avec le département de la Garonne, puisqu'on les accompagnera sur ces problématiques-là d'amélioration des modes de pilotage de l'action territorialisée. On voit que la coordination, les relations entre acteurs, souvent distantes sur le terrain, sont complexes et qu'il faut là aussi avoir des outils d'information et d'aide à la décision. Donc, on vous remercie d'avoir participé sur cette table ronde qui était plutôt dans la démarche, finalement l'organisation de la démarche projet autour de l'innovation. Et on vous laisse pendant une quinzaine de minutes et on vous retrouve avec d'autres intervenants sur la dernière phase du cycle de l'innovation, à savoir la thématique de l'appropriation et de l'intégration finalement d'une pratique innovante dans les routines quotidiennes de la collectivité. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.